Bienvenue à tous et merci de nous suivre. Le haut-commissaire de l'ONU pour les réfugiés s'inquiète de la fuite massive des Burundais. Plus de 105 000 sont... Le haut-commissaire de l'ONU pour les réfugiés s'inquiète de la fuite massive des Burundais. Plus de 105 000 sont arrivés dans les pays voisins depuis le début des troubles au Burundi. En Afrique du Sud, ils ont manifesté contre la France ce vendredi. Ils accusent le gouvernement français de soutenir la filière charbon, responsable de la production d'énergie polluante. Les pays du Sahel ont affirmé jeudi leur volonté de faire bloc face à la menace terroriste et au trafic de migrants, une initiative soutenue par la France qui a appelé à une coopération renforcée. À l'instant, les principaux titres à développer dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous. L'afflux massif des Burundais par cette période préélectorale suscite des interrogations. Le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés s'est inquiété ce vendredi de la fuite massive de cette population. Plus de 105 000 sont arrivés dans les pays voisins depuis le début des troubles au Burundi. Les images. En une semaine, ce chiffre a presque doublé puisque vendredi déjà, le Haut-Commissariat pour les réfugiés avait comptabilisé plus de 50 000 réfugiés depuis début avril. Au total, près de 70 200 réfugiés ont fui en Tanzanie alors qu'il n'était encore que 17 700 il y a une semaine. Par ailleurs, environ 26 300 personnes sont entrées au Rwanda et près de 9 200 dans la province de Sud-Kivu, en République démocratique du Congo. Nous sommes bien sûr très inquiets concernant les développements au Burundi de ces 2 derniers jours et nous appelons les forces armées et les acteurs non étatiques à ne pas commettre d'actions qui pourraient mettre en danger les vies civiles et de s'assurer de leur protection des effets de ce conflit. Il y a un risque clair que l'instabilité puisse se prolonger ou s'aggraver s'il y a une réponse violente à ce qui s'est passé ces 2 derniers jours. Ces chiffres pourraient connaître une augmentation si des manœuvres ne sont pas entreprises par des milices pour limiter le départ selon certains villageois. Les réfugiés continuent d'arriver au Rwanda, mais à un rythme plus lent que précédemment. De nombreux réfugiés expliquent qu'ils ont été empêchés de quitter le pays. Ils nous disent qu'ils ont été arrêtés lors de contrôles sur la route et ont été menacés par la police et la milice qui avaient clairement pour intention de les empêcher de quitter le pays. Le porte-parole du Haut-Commissariat pour les réfugiés a expliqué que les conditions de vie des réfugiés en Tanzanie sont devenues très dures en raison notamment d'un manque d'eau potable, de latrines et d'abris. Les services de santé sont par ailleurs submergés. La désignation le 25 avril au Burundi du président Pierre Nkurunziza comme le candidat de son parti, le CNDD-FDD, à la présidentielle du 26 juin avait déclenché des manifestations marquées par des violences ayant fait une vingtaine de morts. Une tentative de coup d'État lancée mercredi par des militaires a échoué. Les chefs des putschistes qui ont annoncé leur reddition ont été arrêtés ou étaient traqués vendredi. Aux dernières nouvelles, Pierre Nkurunziza, le président burundais, est de retour dans son palais présidentiel à Bujumbura. Mais un peu plus tôt dans la journée, la société civile au Burundi a appelé encore ce vendredi à reprendre les manifestations contre un 3e mandat du président Pierre Nkurunziza, interrompu par une tentative de coup d'État avorté contre le chef de l'État. Les chefs des putschistes burundais ont annoncé quant à eux ce matin leur reddition juste avant de se faire
fait arrêter par les forces restées loyales au président Pierre Nkurunziza. La présidence burundaise a quant à elle annoncé le retour sur le territoire burundais du chef de l'État, resté bloqué en Tanzanie depuis le début de la tentative de coup d'État. Il faut dire que le général burundais Godefroid Niyombare, leader de la tentative de coup d'État avortée contre le président Nkurunziza, a échappé aux forces restées loyales au chef de l'État. Les pays du Sahel ont affirmé hier jeudi leur volonté de faire bloc face à la menace terroriste et au trafic de migrants. Cette initiative est soutenue par la France qui les a appelés à une coopération renforcée. Les images. Composé du Burkina Faso, du Mali, de la Mauritanie, du Niger et du Tchad, le G5 du Sahel a été fondé pour lutter ensemble contre la menace terroriste dans la région où les groupes djihadistes AQMI et Boko Haram sont notamment actifs et où le niveau de développement est parmi les plus bas au monde. Le Sahel constitue également l'une des principales routes migratoires pour les migrants d'Afrique subsaharienne souhaitant se rendre en Europe. Agadez, la capitale du nord du Niger, est le dernier lieu de regroupement massif de clandestins avant la Libye. La création d'un système de communication informatisé et sécurisé permettant l'échange d'informations, clé de l'efficacité dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée, a ainsi été acté à Niamey. C'est félicité Bernard Cazeneuve, venu pour l'ouverture de ce sommet régional. Les récents drames en Méditerranée nous obligent en effet à renforcer résolument notre action contre les filières criminelles qui, notamment au Sahel, profitent de la détresse humaine, de la situation dramatique de populations vulnérables pour envoyer des migrants à une mort quasi certaine. Les flux de migrants clandestins vers l'Union européenne ne cessent de croître, alimentés certes par la situation de chaos en Libye, où plus aucun contrôle des frontières n'est possible, alimentés aussi par la guerre civile en Irak et en Syrie. L'Union européenne mettait de son côté le cap sur l'établissement d'une opération navale pour lutter contre les trafiquants de migrants en Méditerranée dès la semaine prochaine, espérant arracher un feu vert de l'ONU dans la foulée. Quelques 1800 personnes sont mortes dans des naufrages depuis le début de l'année, selon l'Organisation internationale des migrations. De nombreux autres périssent régulièrement dans la traversée du Sahel. En bref et en images, le gouvernement malien a procédé ce vendredi à Bamako à la signature de l'accord de paix tant attendu. C'était en présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement. La rébellion à dominante Touareg réunie au sein de la coordination des mouvements de l'Azawad qui réclame des discussions supplémentaires reste la grande absente à cette cérémonie. Il faut dire qu'hier, jeudi, avant que la coordination des mouvements de l'Azawad paraphe à Alger l'accord pour la paix et la réconciliation, la coordination a prévenu qu'elle ne sera pas présente à la cérémonie de signature ce vendredi à Bamako. Des manifestants sud-africains ont exprimé leur mécontentement à l'égard de la France ce vendredi à Johannesburg. Ils accusent le gouvernement français de soutenir la filière charbon en Afrique du Sud, une filière responsable de la production d'énergie polluante. Reportage. C'est près du consulat français que les manifestants à l'appel de l'ONG Earthlife Africa se sont rassemblés pour dénoncer la construction d'une centrale à charbon de 600 MW dans le nord du pays par le groupe français Engie. La centrale à charbon assure près de 90% de la production d'électricité locale, mais elle est également à l'origine d'une grande quantité d'énergie polluante, attisant ainsi la colère des Sud-Africains qui estiment qu'elle est en réalité une bombe climatique pour leur pays. Le message aujourd'hui, c'est que les entreprises françaises doivent se comporter de façon responsable et arrêter de financer des projets polluants en Afrique, notamment la centrale Tabametsi. Je pense que si la France continue de financer des projets polluants en Afrique du Sud, elle va entacher son image de pays propre lors de la conférence internationale sur le climat cette année. Creusée à proximité d'une mine à ciel ouvert, la centrale à charbon prévoit d'extraire près de 20 millions de tonnes de charbon par an à partir de 2015. L'Afrique du Sud dispose de 2 autres supercentrales à charbon en cours de construction, chacune d'une puissance de 4800 MW et dont le raccordement est attendu dans les prochaines années.
Outre le charbon, l'Afrique du Sud compte aussi une centrale nucléaire mise en service dans les années 1980 par des firmes françaises. Une étude publiée en 2014 par l'ONG Greenpeace estime que la pollution de l'air liée aux émissions des centrales, pour la plupart au charbon, cause plus de 2000 décès prématurés par an en Afrique du Sud. L'interminable processus de négociation sur la réunification de l'île de Chypre a été relancé ce vendredi sous l'égide de l'ONU. Des signaux positifs ont été envoyés par les deux parties chypriotes, grecques et turques, sur les nombreux et complexes problèmes qui restent à résoudre. Les détails. Les dirigeants commençaient à élaborer leur vision partagée pour une Chypre fédérale unie, le tout dans une atmosphère très positive et constructive. Le président chypriote grec Nikos Anastasiades et le dirigeant chypriote turc Mustafa Akinci ont décidé de mener personnellement ces négociations et de se rencontrer 2 fois par mois. Les Chypriotes attendent beaucoup de ce qui pourrait être les premières négociations approfondies depuis plus de 10 ans, susceptibles d'ouvrir la voie à une réunification de l'île méditerranéenne après 4 décennies de division. Le secrétaire général des Nations Unies a appelé les dirigeants à saisir cette opportunité pour parvenir à des avancées concrètes. Anastasiades et Akinci lui ont donné en partie satisfaction en annonçant de premières mesures qui bénéficieront à tous les Chypriotes. M. Anastasiades a fourni à M. Akinci les coordonnées de 28 champs de mines dans le nord de l'île. Et M. Akinci a annoncé qu'à partir de demain, il ne sera plus obligatoire de remplir un formulaire au point de passage. Ils ont décidé de mettre en place un comité pour la promotion d'événements culturels susceptibles de rapprocher les deux communautés. Les deux dirigeants ont aussi souligné l'importance de la question des personnes disparues et ont convenu de travailler ensemble sur cette question humanitaire. 12 ans après l'ouverture des premiers points de passage entre le sud grec et le nord turc, la coopération entre les communautés s'est développée. Des dignitaires religieux orthodoxes et musulmans se rencontrent régulièrement, les chambres de commerce coopèrent, les clubs chypriotes turcs sont en train de revenir au sein d'une fédération de football unifiée. Les deux parties de l'île traversent des difficultés financières qui rendent une solution plus nécessaire que jamais, d'autant que le conflit entrave l'exploitation des richesses gazières découvertes en 2011 au large des côtes sud de l'île. Leur prochaine réunion se tiendra dès le 28 mai. 72 personnes ont trouvé la mort dans un incendie virulent survenu dans une fabrique de chaussures de Manille. Après le drame, les familles des victimes ont mis en cause des conditions de travail épouvantables, comme c'est souvent le cas dans les pays en développement en Asie. Les détails. Jeudi soir, des bougies ont été allumées à Valparaiso en hommage aux 2 étudiants tués. Selon des témoins, les tirs proviendraient d'un jeune de 22 ans vivant dans une maison où les manifestants voulaient coller des affiches. Cette manifestation s'inscrivait dans un large mouvement de contestation avec des protestations dans plusieurs villes du pays, dont la capitale Santiago, où des milliers d'étudiants et d'enseignants ont défilé. La manifestation, dans une ambiance bon enfant, a toutefois été émaillée en fin de parcours de quelques heures entre des manifestants encagoulés, armés de bâtons et de pierres, et les forces de l'ordre qui ont utilisé des canons à eau. Plus de 130 personnes ont été arrêtées. Les étudiants chiliens réclament une éducation publique de qualité et une réforme en profondeur d'un système éducatif largement privatisé et inégalitaire, hérité de la dictature d'Augusto Pinochet. Leur nom représentera un symbole pour l'unité du combat du peuple chilien. Des jeunes, des étudiants, professeurs, travailleurs et tous ceux qui veulent changer le pays pour une égalité démocratique et une société juste, c'est en comparant aussi la meilleure forme de droit des personnes. En janvier, la première partie de la réforme de l'éducation mettant fin à la sélection des étudiants et au profit dans des écoles subventionnées par l'État a été approuvée. Mais il est encore difficile de savoir comment la présidente tiendra sa promesse d'établir la gratuité dans l'enseignement supérieur pour les 70% les plus pauvres de la population. La manifestation intervient quelques jours après la formation d'un nouveau cabinet par la présidente Bachelet qui cherche à désarmer la crise de confiance provoquée par plusieurs cas de corruption dont l'un impliquant son propre fils. Fin de cette édition, mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis.